Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve pour le 6e bilan d'intersaison, après avoir eu 4 équipes plus les Saints du coup lors du dernier épisode. Si vous n'avez pas pu l'écouter encore, c'est le dernier épisode que vous avez dans vos différents moyens d'écouter le podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou tout autre, plus YouTube, youtube.com/le Front Office si jamais vous y êtes ou pas. Donc voilà, comme ça vous avez l'info et vous pourrez voir du coup les deux invités qu'on a aujourd'hui. Je vais commencer par un revenant. Ça fait 2 ans limite qu'on l'a pas vu sur le podcast et ça fait très plaisir de t'avoir. Salut GG. Salut Alex, gros plaisir pour moi. Comme tu l'as dit, depuis qu'on a recruté, j'ai pris, je vais dire, un peu de hauteur. Non, en fait, j'ai juste beaucoup trop de boulot, mais très content d'avoir pu me libérer pour parler des Browns dans lesquels je nourrissais énormément d'espoir avant la saison passée. Ouais, et puis du coup pendant ton absence, on t'a foutu sur l'injury reserve. Moi j'ai récupéré ta place d'hôte et voilà, maintenant tu te bats en OTA pour récupérer la place. Écoute, ça te va tellement bien comme rôle que je suis très content de m'installer dans le sidecar et de me laisser guider. Vas-y, très bien, on fait comme ça. Et avec nous du coup aujourd'hui pour parler de ces Cleveland Browns, on accueille Tom, aka Tom Delord sur Twitter. Salut Tom, comment tu vas? Salut Alex, salut Jérôme, et puis bonjour à tous les auditeurs du Front Office. Ça va bien, merci de l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément? Oui, je pense que ils doivent pas être familiers de ma voix. Alors moi, je suis un supporter des Browns depuis 1993. Donc je dirais pas mon âge, si je peux le dire quand même. Ça va. Je fais partie des très vieux de la communauté francophone parce que j'ai 49 ans. Et oui, comme quoi, à presque 50 ans, on peut s'intéresser au foot américain. C'est jamais perdu. Et j'anime avec Pierre qui tient le compte Browns_FR sur Twitter. On anime The French Job Pod, qui est un podcast consacré uniquement à la communauté francophone des Browns. Trop bien. On avait eu des demandes à un petit moment de quels sont les différents podcasts animés par la communauté. Et ben voilà, vous en avez un. On a entamé notre 4e saison, donc voilà, ça tient pour le moment. Fidèle au poste. Et ben c'est top, et ça fait très plaisir de t'avoir avec nous pour pouvoir parler du coup des Browns. Aujourd'hui, on fait le même bilan, enfin le même format que pour les 5 précédents épisodes. On a du coup le bilan chiffré, on va dire, de la saison 2023 et un peu ce qu'on en a pensé. Cap sur l'intersaison avec les besoins, les attentes. Free agency, draft, et ensuite on se projette sur 2024. On va commencer du coup avec la saison dernière. Vous avez fini en 11-6 avec une super remontée à la fin de la saison. Je ne dis pas ça de manière négative, mais pour au final perdre contre les Texans. C'était plus cette partie-là, tu vois, de pas dire vous avez fait une remontée pour au final uniquement perdre. Mais 11-6, c'était le deuxième meilleur bilan d'AFC, mais vu que le meilleur c'était les Ravens qui l'avaient, vous étiez 5e et vous avez perdu sur le terrain des Texans. Qu'est-ce que t'as pensé de cette saison qui était globalement à 2 vitesses? Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire aussi sur courant alternatif. Beaucoup d'espoir en début de saison. Nous, on fait toujours un petit jeu des pronostics et on était à peu près à 11-12 victoires aussi. Donc, on s'était pas trop planté sur le prono. Par contre, on avait par contre dans nos prédictions le fait que l'équipe fonctionne bien, et ça a quand même pas été de tourpeau, puisqu'on a enchaîné, je crois, 4 QB différents dans la saison. En tout cas 4 QB starters, 4 QB titulaires différents, qui ont tous gagné au moins un match en tant que starter. C'est quand même incroyable. Parce que il y avait quand même pas du lourd, hein. Bon, il y a Deshaun Watson, notre titulaire, effectivement, qui lui a d'abord eu des petites blessures qui l'ont éloigné sur certains matchs du terrain, et puis qui après une blessure à l'épaule lui ont définitivement mis la saison out. Et les remplaçants, ça a été d'abord Dorian Thompson-Robinson, qui était un rookie, drafté, je crois, au 5e ou 6e tour, juste à la draft précédente. Son premier match, ils l'ont envoyé sur le terrain 1h30, ils lui ont dit 1h30 avant le match qu'il allait être titulaire. Donc je crois que pour être mis dans les meilleures conditions, c'était pas forcément simple. Et le
le réserviste aussi, c'était PJ Walker, qui lui a été proprement catastrophique tout pendant chaque fois qu'il a été aligné, quoi. C'était pas, juste pas possible. Donc, ben, le front office a bien compris qu'à un moment il fallait changer de braquet et changer quelque chose. Donc ils ont été sortir Joe Flacco de sa pré-retraite, voilà, qui était sur son canapé tranquillement, et ils l'ont fait venir aux Browns. Ça a été un petit peu la rigolade sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Les gars se sont bien foutus de notre gueule encore une fois, parce les Browns, on est quand même un peu le punching ball de toute la ligue, hein. On va pas se mentir. Nous et peut-être les Lions, hein, je pense que voilà, il faut ce qu'il faut. Mais Flacco, en fait, au final, il a juste démontré que c'était toujours un bon QB et qu'il était peut-être juste mal coaché avant. Et il a fait franchement une super fin de saison. C'est un super QB gestionnaire et voilà, il a fait. Alors à certains moments, il a fait du Flacco. Voilà, c'est comme ça. Et il y a eu quelques erreurs. Et puis, il est passé, tu le disais, à la fin de saison, playoff accroché de haute lutte. Je rappelle quand même qu'on a 3 équipes sur 4 dans la div qui vont en playoff, hein, ce qui est quand même ce qui donne le niveau aussi de la FC Nord. Et de se dire que c'est les Bengals qui y vont pas en plus. Enfin, c'est ça oui, en plus. Moi, je les avais mis premier de division, hein, les Bengals. Hein. Et et oui, et puis on rencontre une équipe on rencontre une équipe de Houston qu'on avait rencontré en saison régulière, mais où ils avaient beaucoup de joueurs blessés qu'on avait battus, mais ils avaient beaucoup de joueurs blessés et indispos à ce moment-là, dont leur QB rookie. Et moi j'avais bien vu au fur et à mesure de la saison que c'était une équipe qui allait être difficile à manœuvrer. Et puis bah ça s'est vu entre la super performance des Texans et puis nous qui avons fait un non-match, bah voilà, le score il est sans appel derrière et leur victoire, voilà, il y a rien à dire. Ensuite, voilà, on se qualifie pour les playoffs une nouvelle fois et c'est plutôt c'est toujours quand même assez sympathique de pas arrêter la saison fin janvier début février. Donc voilà, ça n'a duré que le temps d'un match de plus, mais c'était quand même bien sympathique d'aller voir au-delà, quoi. C'était cool. Toi, GG, d'un point de vue externe, on va dire, aux Browns, t'en as pensé quoi de cette saison? Est-ce que tu partages le ressenti de Tom ou est-ce que t'as une autre vision en plus à ajouter? Je suis un peu plus tranché, mais ça vient aussi des attentes que j'avais envers les Browns. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, moi, les Browns, c'était un peu mes dark horse candidats pour le titre. Je me disais que si tout s'alignait bien, je trouve que cette équipe, elle avait le talent pour le faire. Et preuve en est, il y a 7 Pro Bowlers dans l'équipe, dont un Myles Garrett vraiment hallucinant. Une équipe hyper complète dans tous les secteurs du jeu, hein, capable d'être bonne dans les airs, d'être bonne au sol en attaque, une ligne offensive, on en reparlera, mais avec un talent énorme. Une défense, j'ai déjà cité Garrett, mais même dans le fond du terrain, c'était très très solide. Et j'ai ce goût d'inachevé parce que oui, Watson, c'était une saison de retour, il a eu les bobos. C'est compliqué, mais Flacco a fait vraiment du bon taf. J'ai vachement apprécié ce qu'il a fait. Et je pense qu'il y avait de quoi mieux faire, mais c'est pondéré par toutes ces blessures. C'est vrai que les blessures ont pas épargné les Browns, hein, sur plein de joueurs clés, de postes clés. Donc dès le deuxième match, hein, on perd du Chubb, ouais. hein, et je veux dire, quand on attaque au sol, elle est basée sur un joueur de cette qualité-là, c'est tout de suite ça devient compliqué. Même si Jérôme Ford a fait une saison qu'on n'attendait pas au poste de titu. En running back, franchement, voilà, tu l'as dit, hein, les blessures. Alors c'est le lot de toutes les équipes, mais moins t'en as, plus tu vas loin. Hein, de toute façon. Et comme je le disais, t'as 7 Pro Bowlers, tu finis en plus 6. C'est dur de se dire que t'as pas Deshaun Watson et Nick Chubb dans ces 7 Pro Bowlers. Enfin, pour faire un bilan aussi haut, c'est là où tu vois quand même la qualité de cette équipe. Ouais, c'est hyper bien coaché. À chaque fois, le mec mobilisé derrière, il fait le boulot, mais ça a aussi ses limites. Au bout d'un moment, quand t'accumules autant de petits bobos, t'as beau avoir un effectif bien coaché avec du talent, tu touches un certain plafond quand tu dois aller faire jouer ton RB3 ou de temps en temps ton RB4, quand dès que t'as une blessure sur la ligne offensive, tu commences à piocher dans du remplaçant. Enfin,
malheureusement, c'est l'apanage de tous les sports, mais tu dois éviter les blessures quand tu veux concourir pour le titre. Et là, malheureusement, ça s'est écrasé dès le premier tour face à des Texans qui surfaient sur une bonne dynamique aussi, faut le dire. Ouais, c'est clair. Bah du coup, ça fait un bon retour sur cette saison. Donc vous avez quelque chose à rajouter en plus? Non. Avant de passer du coup à un peu plus. Est-ce que Tom, de ton point de vue, tu vois la fin de la saison 2023, donc avec cette belle fin de saison pour aller accrocher les playoffs avec un super bilan, la défaite face aux Texans. Comment est-ce que à ce moment-là, on va dire, tu vois l'avenir, tu vois la saison prochaine? Est-ce que tu te dis tiens, j'ai besoin pour faire la transition avec l'intersaison? Est-ce que tu te dis que tu as besoin d'un certain poste en particulier, des besoins à combler? Longue question. Alors ouais, et puis on en viendra forcément à qui on a signé derrière en free agency, mais il fallait effectivement qu'on ait un backup en QB qui soit dans le même dans la même physionomie, dans la même typologie que le titulaire, ce qui a pas vraiment été le cas en début de saison. Et puis même quand on fait signer Flacco, c'est parce que Watson ne reviendra pas de la saison. Donc à ce moment-là, on change un peu on prend le meilleur disponible sur le marché et puis on change un petit peu la façon de faire. Il fallait aussi renforcer l'escouade de receveurs et puis derrière de toute façon ça va être on savait qu'on allait perdre du monde en défense. Donc voilà, il allait falloir mettre l'accent sur de nouveaux défenseurs, enfin plutôt en free agency d'ailleurs, parce que nos pics de draft depuis le méga contrat de Watson, forcément on sait que c'est compliqué. On allait encore ne pas avoir de premier tour pour piquer, donc ça allait être compliqué d'avoir des très bons joueurs. Bah, Giro, je vais te lancer du coup sur les différentes signatures. Est-ce que tu as un joueur que tu as envie de mettre en avant au niveau de l'intersaison des Browns, un joueur qui est arrivé ou un départ dont tu es content? Après, j'ai un peu plus de mal à faire cette partie-là, mais est-ce que tu as un joueur où t'es content de le voir arriver pour ces Browns? Tu t'imagines si c'est pas mon équipe et que je te sors un joueur, ah ouais, je suis trop content qu'il soit parti. Ce serait horrible pour le joueur. Non, je vais parler. Mais oui, je vois l'idée. Ouais. Je vais parler d'une signature, celle de Brian Allen, le centre, ancien des Rams, qui est très expérimenté. J'avais l'impression que cette O-line avait besoin d'un peu de profondeur. Alors même s'il est vieillissant, même s'il a perdu un peu de temps de jeu, qu'il a parfois eu des petits bobos, ce qu'il a manqué à cette O-line, qui pour moi était parmi les 3 ou 5 meilleurs de la ligue, c'est de la profondeur. Au moindre bobo, notamment chez Jack Conklin, ça a été hyper dur à gérer. Et donc voilà, je me dis que qu'apporter un peu de viande, et surtout, Tom l'a bien dit, les Browns sont quand même vachement associés à une équipe un peu de la loose, malheureusement. Et amener un mec qui a déjà gagné, mine de rien, dans un vestiaire, ça se ressent. Vous savez l'amour que je porte pour les joueurs qui ont déjà gagné et leur apport dans un groupe. Donc voilà. Brian Allen, je trouve que c'est un très bel apport. Tom, est-ce que toi t'as un autre joueur ou est-ce que tu veux parler de... Sur les arrivées, j'hésitais. J'hésitais entre Jerry Jeudy, wide receiver, et puis Quinton Jefferson, qui est arrivé des Jets. Et je vais peut-être aller sur Quinton Jefferson, les copains du compte et des bons vieux Jets. Voilà, je leur ai posé la question quand il a signé chez nous, et ils étaient très énervés de le voir partir parce ils m'ont dit, alors c'est un super joueur, tu vas voir, il va bien renforcer votre ligne. Par contre, nous, je comprends pas comment ça se fait qu'on l'ait laissé partir alors qu'on a re-signé un gars chez nous pour plus cher et qui est moins bon. Donc je vais leur faire confiance et peut-être pointer l'arrivée de Quinton Jefferson en espérant qu'il apporte aussi cette densification, cette profondeur dont on va avoir besoin. Avec de l'expérience en plus parce qu'il a 31 ans, oui, il arrive. Bien sûr, ouais, c'est top. Bah, ça tombe bien. C'est important de faire signer des vétérans. Ouais. Moi, j'allais parler de Jerry Jeudy, donc tu vois, c'est parfait, tu me fais une passe décisive. Allez. C'est très bien, tu me lances la balle et je la récupère, je fais un petit toe-tap et je parle de Jerry Jeudy. Moi, Jerry Jeudy, j'en parle parce que voilà, je trouve que c'est un move intéressant
plus que je trouve que c'est la resignature, je la trouve, le contrat il est cher quand même, mais il t'a rien coûté, donc si mes souvenirs sont bons, ou alors je confonds avec un autre. Non, il coûte 2 choix de draft, mais pas très élevés. Ouais, c'est ça, 5e et 7e tour, je crois. Donc c'est pas au final, tu prends un joueur aguerri au lieu de piquer des joueurs tard à la draft, c'est pas incohérent, quoi. Ouais, totalement. Il a 25 ans, il a encore 3 ans de contrat devant lui. Il arrive pour être un peu aligné avec le contrat de Deshaun Watson, donc il a le même temps. Si ça marche pas, bah tu peux tout reconstruire au même moment. Et Jerry Jeudy à Mari Cooper, je trouve que c'est un super duo. Jeudy, il a pas eu de chance avec ses QB de manière générale dans sa carrière. Et là je me dis, bah Watson, ça peut être le moment où il peut le relancer, on verra, hein, parce qu'on peut se dire aussi qu'il arrive dans une situation où Watson c'est pas le meilleur Watson de l'histoire. Mais j'ai envie d'y croire, et c'est une belle, j'aime bien les joueurs qui ont une deuxième chance après avoir été premier tour. C'est quand même premier tour au Broncos, ils en ont pas fait grand chose, c'est un peu dommage. Et voilà, donc assez content de ce move de la part des Browns, moins des Broncos, parce que 5 et 6, je sens qu'ils voulaient vraiment se débarrasser du contrat. Non mais totalement d'accord avec toi, hein. C'est la philosophie que j'ai sur les jeunes joueurs, mais c'est pas parce que leur première expérience s'est mal passée que le mec a perdu tout son talent. Comme tu l'as dit, si ça a été un first pick, alors oui, parfois il y a des ratés, ça se traduit pas bien en NFL, mais là en l'occurrence, je pense qu'on a vu des éclairs de Jerry Jeudy qui étaient très intéressants. Donc hâte de le voir, et on l'espère avec un Watson qui aura 2 bras et 2 jambes. Ouais. Déjà, s'il a 2 bras, c'est déjà bien. S'il est immobile derrière la ligne, je pense qu'il a le temps. Il peut être dans un fauteuil, des fois, on a l'impression. Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous vouliez parler en positif avant d'attaquer un peu plus de négatif? On a re-signé Zadarius Smith, et c'était pour moi essentiel, hyper important. Il a eu un apport considérable cette saison. Qui a vraiment densifié toute la ligne, là où on était un petit peu léger. Donc on avait quand même du monde, mais là ça a vraiment apporté de la lourdeur, et donc c'était hyper important qu'on puisse le garder. Donc très content qu'ils aient mis la main à la poche pour le re-signer, lui. Jérôme, un autre joueur en positif? Ouais, en positif. Ouais. Tu sais quoi? Tu parles de ce que tu veux, et au pire, ça fait une transition. Donc, choisis, positif, négatif, juste tu nous annonces avant, quand même. Ouais, je suis à mi-chemin entre les deux, c'est pas quelque chose de positif, c'est plutôt un regret, c'est le départ de Flacco. Je comprends la volonté du joueur d'aller chercher un petit contrat sympathique, je comprends la volonté des Browns d'avoir un QB qui, en termes de profil, est peut-être plus proche de Watson en Jameis Winston, mais ça avait toute la belle histoire, et encore une fois on parle d'un joueur expérimenté, mature même, on peut dire. Mature, ouais. Ouais, c'est le petit regret, j'aurais bien aimé que la belle histoire se continue, mais voilà, c'est pour ça que je disais que je suis ni dans le positif ni dans le négatif, hein. En termes de talent, Jameis Winston a des choses à apporter en doublure, et on espère de toute façon que Watson sera sur le terrain, donc et voilà. Je te rejoins, hein. J'étais aussi très très déçu, étant donné la fin de saison. Enfin, il a sauvé la saison de la franchise, hein. Faut pas, voilà, il y a pas d'autre analyse à faire que ça. Et effectivement, j'étais super déçu aussi, en me disant ouais, c'est pas hyper reconnaissant quand même de la part de la franchise. Et puis c'est Pierre qui m'a dit ouais, mais en fait eux ils sont obligés de penser à la complémentarité avec le QB remplaçant, c'est obligatoire s'ils veulent avoir une cohérence dans le cahier de jeu l'année prochaine. Ah, effectivement. Faut pas oublier que ça reste aussi du business, malheureusement. C'est pas que à l'affect, quoi. Mais bon, je le souhaite pas, hein. En cas de blessure de Watson, avoir Jameis Winston qui rentre en jeu, disons que les quelques erreurs de Flacco vont vous paraître bien lisses par rapport à Winston, hein. Là, je me souviens d'une saison où il était à 30 touchdowns et 30 interceptions. Donc oui, c'est on s'en souvient tous. Il y a du yard à la passe, hein, par contre. Ça, il y a pas de problème, hein.
Tu rates difficilement. Moi, je vais rester sur les QB et après, je te lancerai, Tom, si t'as un autre regret ou un joueur qui arrive et tu te dis bon, c'est dommage. Moi, c'est la signature de Tyler Huntley. Alors, je rien contre le joueur particulièrement, mais je trouve que DTR, Donovan, c'est Donovan son prénom? Non. Dorian, Pardon. Dorian Thompson-Robinson. Robinson, je le trouvais pas mal pour apprendre, et je me disais en troisième QB justement derrière Jameis Winston et Deshaun Watson, il pouvait peut-être apprendre des choses. Après, complémentarité, peut-être que c'est mieux avec Tyler Huntley qu'avec DTR. Mais voilà, son arrivée, je me dis c'est dommage parce que DTR aurait pu avoir un peu de temps et j'avais pas, enfin je trouvais ça bien comme joueur en tout cas. C'était pas Watson, c'était pas Winston, c'était pas Flacco. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait des petites promesses. Et signé Huntley qui était backup avant et qui vient se retrouver troisième QB, même pour lui, j'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt. Je sais même pas s'il va faire les 53. Je pense que oui. Mais voilà. Donc c'est de toute façon là, c'est pour jouer quelque chose au moment des entraînements de la pré-saison, éventuellement des matchs de pré-saison. On l'avait vu l'année dernière avec Dobbs, hein, et puis tu vois, on l'avait pris et tradé quelques semaines plus tard, et on a récupéré comme ça quasiment gratos je crois un cinquième tour. Donc il y a peut-être aussi quelque chose dans ce goût-là. Je pense pas qu'ils aient fait une croix sur Dorian Thompson-Robinson. Peut-être qu'ils veulent le challenger un petit peu, peut-être qu'ils veulent le faire grandir. Leur idée elle est peut-être pas arrêtée sur le numéro 3, hein. À mon avis, c'est pas fait, hein. La vraie question, c'est est-ce que leur idée est arrêtée sur le numéro 2? Parce que comme Alex l'a dit, Huntley n'a pas été ridicule en tant que doubleur de Lamar Jackson. Jameis Winston, il est pas assuré d'être numéro 2. T'as tout à fait raison, Jean. Ça, c'est clair. Mais c'est dingue parce que du coup, derrière Watson, la hiérarchie, elle est comme vachement étrange parce que Thompson Robinson pourrait aussi progresser, hein. On rappelle qu'il va rentrer dans sa deuxième année. Et disons qu'il progresse et que les deux autres restent à peu près au niveau qu'on leur connaît. En cas de blessure de Watson, va falloir se poser des questions qui vont peut-être pas être agréables pour les QB, hein. C'est la FC West, cette QB room. Il y a Deshaun Watson, c'est les Chiefs, et après les trois autres, on sait pas trop comment les... On sait pas trop. Ouais, c'est ça. Tom, est-ce que tu as un joueur dont tu veux parler, ou autre chose? Ouais, en négatif, pas content du tout du départ d'Anthony Walker, linebacker. Très content. Moi, il est parti aux Dolphins, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que ça aurait été en positif. Mais vas-y. Allez, merci, au revoir. Non, ouais, c'est un super renfort chez les Dolphins, hein, forcément. C'est un joueur exemplaire, qui avait, je sais plus quelle année il a été blessé, si c'était pas l'année dernière ou l'année d'avant, mais autrement, chaque fois qu'il a été sur le terrain, qu'il a produit, c'était un vrai leader de défense, et je pense que les linebackers et les corners chez nous, ils ont bien grandi sous son leadership. Donc ouais, j'étais vraiment déçu qu'il s'en aille. Puis ça affaiblissait le corps de linebacker chez nous, et on en parlera. C'était vraiment on n'avait pas besoin de s'affaiblir à ce niveau-là, et malheureusement ils l'ont laissé partir. Poste pour poste, il a été tu me diras, mais on va en parler. Il y a quoi? Il y a Devin Bush et il y a Jordan Hicks qui sont arrivés aussi. Jordan Hicks peut-être un peu plus pour l'expérience du coup. 32 ans, pareil, peut-être qu'il va prendre ce rôle un peu d'encadrement. Je te cache pas que c'est des joueurs que je connaissais pas beaucoup, que je suivais pas beaucoup, donc leur niveau forcément je le maîtrise pas. Je demande qu'à être surpris, hein, par les arrivées de Hicks et Bush évidemment, mais on sait toujours ce qu'on perd et pas forcément ce qu'on gagne, donc j'attends de voir et d'être surpris. Je peux spoiler un petit peu, mais la bonne arrivée au niveau des linebackers ne s'est pas faite à la free agency mais à la draft. Ok, à mes yeux. Okay. Est-ce que t'as d'autres joueurs dont tu veux parler avant qu'on attaque la draft? Non, pour moi on est bon. C'est bon pour toi aussi, Jérôme? On a vu. Ouais. C'est bon, parfait. On va passer du coup, après avoir fait la free agency, on va pouvoir passer à la draft. Je vais récapituler les 6 choix des Browns. Donc au deuxième tour, parce qu'il n'y avait pas de premier tour comme tu l'as signalé, Tom. C'est le dernier, hein, c'est le dernier premier tour que vous avez envoyé pour Watson. Hein. Oui, c'est ça. À partir de la saison prochaine, on retrouve un premier tour. Okay. Sauf si on le donne encore. J'allais dire jusqu'au prochain trade catastrophique.
C'est donc du coup, deuxième tour, Michael Hall, un defensive tackle. Au troisième tour, Zach Zinter, un offensive guard. Au cinquième tour, Jamari Thrash, receveur. Sixième tour, linebacker Nathaniel Watson, donc ça on sait que Jérôme va en parler plus tard. Miles Harden, un cornerback au septième tour, et Joe Briggs, un defensive tackle au septième tour également. Jérôme, tu nous as teasé ça, tu nous as dit que le linebacker s'était assigné à la draft. Donc toi, t'as lu des fiches The Trick Play, et tu as lu Nathaniel Watson, et tu t'es dit, c'est le joueur que je veux. Et bah même pas pour une fois, malgré l'excellent travail qu'ils ont fait pendant toute l'intersaison et pour préparer cette draft, je n'avais pas lu de fiches de ce joueur chez eux, mais j'étais parti d'un constat. Pour moi, le poste de linebacker en termes de talent était peut-être le plus faible parmi les différentes escouades des Browns. Et pareil, la balance départ-arrivée de la free agency ne m'avait pas spécialement rassuré, même si j'aime beaucoup Devin Bush, c'est encore un talent un peu inabouti à l'instant T. Et en refaisant les pics de draft des Browns, je suis tombé sur Nathaniel Watson, donc au 6e tour, pic 206. C'est quand même un joueur qui en SEC a été Defensive Player of the Year en 2023. Et du coup, on se dit pourquoi il est tombé si bas. Énorme talent, mais avec des problèmes de comportement. Et j'ai quand même l'impression que ce type de joueur-là, si on arrive à leur mettre du plomb dans la tête, c'est toujours des bonnes pioches. Il a coûté très très peu cher en matière d'investissement, mais vraiment le talent a l'air incroyable, les mensurations ont l'air incroyables. Je suis pas un expert du foot universitaire, mais clairement c'est le genre de coup que j'apprécie chez les équipes, et surtout ça répond à un besoin qui pour moi était ultra important chez les Browns. Limite j'aurais adressé le poste bien plus tôt. Mais s'ils l'avaient dans leur draft board et qu'ils se disaient qu'ils pouvaient tomber là, hyper bon coup de la part du front office des Browns. Ouais, alors comment? Moi, le foot universitaire, je ne le suis pas. Donc l'épisode draft, les épisodes draft qu'on a fait, voilà, durent 2 fois 1 heure. J'ai fait venir des spécialistes. Moi, je dis que dalle, donc je les avais laissés parler. Ceux qui s'intéressent à la draft des Browns, je vous réoriente vers les 2 épisodes qu'on a fait. J'ai repris quelques petites notes, voilà, pour pas être totalement une quiche là-dessus. Et je vais surtout parler des 3 premiers picks parce qu'ils ont voilà, c'est eux qui ont vraiment de l'importance dans la draft qu'on a fait cette saison. Et Michael Hall en defensive tackle, les gars chez nous l'ont jugé undersized. Il va avoir besoin de s'étoffer. Voilà. Ensuite, il y a une belle histoire à raconter parce qu'il est d'Ohio State et il est fan des Browns. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui va faire un petit peu monter la sauce, voilà, dans ses premières années de contrat. Normalement, il devrait voir du terrain, il devrait voir des snaps cette saison. Ça devrait pas poser de soucis. Le garde Zach Zinter, là aussi il y avait des besoins et puis a priori ils l'ont analysé comme étant un joueur qui sait jouer dans le système que les Browns veulent mettre en place. Donc voilà, a priori le pick est bon. Et puis Jamari Thrash, le wide receiver, petit gabarit mais qui est capable de courir de beaux tracés. Et puis pour le moment il part plutôt en position 4 derrière Cooper, Jeudy et zut Moore. Et là il va Moore, voilà, merci. Mais à lui de savoir bousculer la hiérarchie. Il va avoir du temps de jeu en match de pré-saison, c'est quasiment sûr. Donc à lui avec un QB qui s'est un petit peu lancé, de montrer qu'il peut avoir sa place voilà dans les 53 sur quelques matchs dans la saison. Qui serait la 4e option peut-être, enfin la 5e plutôt option, parce qu'il y a Njoku qui a fait une bonne fin de saison notamment et qui peut je pense qu'il va continuer de prendre beaucoup de ballons, donc il va se battre avec oui, forcément ouais. Voilà. Lui maintenant il s'est établi vraiment comme le tight end de référence chez nous. Je pense que le système il y a deux saisons on jouait un système des fois avec 3 tight ends sur le terrain. Je pense que c'est terminé étant donné en plus qu'on a libéré on a libéré Harrison Bryant aussi, donc à mon avis c'est pas pour revenir à ce type de système là. Njoku a vraiment il a été dit que son renouvellement de contrat était cher, mais je trouve que par rapport
par rapport à la saison qu'il a fait l'année dernière, ouais, franchement, Mérité. C'est mérité. Ouais, clairement. Sa saison, elle est folle. Il avait, enfin, ouais, niveau stats, en tout cas, c'est incroyable. Et l'impact qu'il avait sur le terrain, il courait comme Derrick Henry. T'avais l'impression que tu pouvais plus jamais le rattraper. C'est sûr que ouais, à partir du moment où il est lancé, la marmule, faut le stopper, quoi. C'est clair. Une locomotive. On est d'accord, c'est pas Travis Kelce, mais c'est vraiment pas mal quand même, hein. Ouais, c'est un bulldozer. Donc, l'année dernière, je parle pas playoff, hein, mais sur la saison régulière, pouvait y avoir débat sur celui que tu voulais avoir dans ton équipe, hein. Ouais, je vais pas fâcher mes camarades des Chiefs, même s'ils sont déjà passés par là, mais en tout cas, oui, sur les 17 matchs de saison régulière, la question elle pouvait clairement se poser. Après en playoff, il a remis les points sur les i, Kelce, mais ouais, non, Njoku, très grosse saison. Alors ensuite, c'est parce que les deux équipes, elles ont aussi un petit peu le même problème, c'est qu'elles ont pas des wide receivers top 10. Donc forcément, elles sont aussi obligées de s'appuyer beaucoup sur leur tight end. Les Dolphins, tu vois, ils ont pas ce problème-là. C'est vrai, mais il nous manque un tight end quand même côté Dolphins. Voilà. Oui. Du coup, ça fait pas. Mais vous avez tout mis dans les wide receivers, les gars. Ouais, c'est ça. Puis là, on a encore reprolongé Jalen Waddle pour très très cher, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Que veux-tu? On va pas se plaindre. On a un bon duo de receveurs. Et tu disais, vous avez pas de top 10. C'est vrai que sur quand tu fais une liste de top 10 receveurs dans la ligue, tu mets pas forcément Amari Cooper, mais la saison dernière, la fin de saison notamment, il est quand même pas si loin du top 10, je trouve. Il fait quand même une bonne fin de saison. Il est pas loin, mais il l'est pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais nous, ça nous va. On a analysé notre room de wide receiver plutôt comme étant en fait assez homogène. Les profils se ressemblent pas mal. Et en fait, quand certains sont sur le terrain ensemble, ils représentent à peu près autant une menace les uns que les autres. Donc c'est alors que effectivement quand il était chez les Chiefs, Tyreek Hill, on savait que il y avait 9 chances sur 10 pour que ça parte sur lui si ça partait loin, quoi. Là je reprends l'exemple de Miami, aujourd'hui à Miami, il a beau être là, les défenseurs, ils sont un petit peu emmerdés quand même avec les autres prétendants. Ah mais c'est dur, hein, c'est un relais 4x100 dans l'équipe de toute manière. Donc, oui, mais c'est clair. C'est assez difficile. Mais là, du coup, pour revenir du côté de chez vous, du côté de Cleveland, là, t'as quand même 3-4 receveurs qui peuvent être sur le terrain en même temps sur différents plays, où tu sais pas sur qui tu mets ton corner 1. Non. Bon, tu le mets très probablement pas sur Elijah Moore. Mais tu le mets, enfin voilà, tu galères à ça. Mais... Si tu le mets sur Jerry Jeudy, Amari Cooper peut se régaler et inversement. Et inversement, ouais, parce que Jerry Jeudy, on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse une saison type Juju à l'époque, type Calvin Ridley, enfin derrière les Rulio, derrière les Antonio Brown, etc. Donc ça peut être pas mal. Ouais. Du coup, on va pas trop parler des deux derniers choix, Myles Harden et Joe Hendricks, qui sont déjà notés comme étant assez loin dans la hiérarchie. On est même pas sûr qu'ils fassent les 53, hein. Ça sent le practice squad, hein, pour eux. Ouais, totalement. Ça s'annonce assez difficile. Même quand je regarde juste la depth chart sur ESPN, je le vois même pas notre troisième, notre petit receveur là, Myles Harden, je le vois pas. Donc j'ai peut-être quelque chose dans les yeux qui m'empêche de voir, mais je le vois pas là en tout cas. Donc même ESPN, ils ont du mal à croire en ça, en fait qu'ils fassent les 24, les 24, pardon, je suis dans l'euro, j'ai l'euro dans ma tête, qu'ils fassent les 53, pardon. Jérôme, est-ce que tu veux parler d'un autre joueur lors de cette draft? C'est plutôt compléter ce qu'aurait dit Tom sur le choix notamment de Jamari Thrash. Personnellement, je ne suis pas fan du tout. Pour moi, ça ne répond pas à un besoin, surtout quand tu as tradé pour Jeudy. Je trouve que dans l'énumération des noms, en plus donc d'Amari Cooper, Jerry Jeudy et Elijah Moore, il y avait aussi Cedric Tillman qui a été drafté il y a juste un an, voire même David Bell qui est dans la hiérarchie, qui joue pas énormément de snaps, mais quand il est là, fait au moins acte de présence. C'est pas impossible que tu parles David Bell, justement.
Avec Ouais. le recrutement de Trash, c'est pas impossible qu'il parte. Allez, même si Bell part avec Tillman, ça voudrait dire que Trash, sans l'avoir vu sur le terrain, est peut-être le receveur 5 dans la hiérarchie. Là où au final, quand tu remontes sur d'autres postes, bon, Nick Chubb, tu t'es pas sûr de comment il va revenir. Ça veut dire que tu t'appuies sur quoi? Sur Jerome Ford, t'as signé Donta Foreman, il est pas de toute première main, et t'as signé Hines, qui est un profil pas du tout porteur de balle. Hines, tu l'as pas signé pour running back, tu l'as signé pour les retours de. Ouais, voilà, il va faire les retours, mais peut-être que de temps en temps, il sera en sortie de backfield. C'est le seul qui a ce profil-là, donc pourquoi pas. Mais quitte à drafter un joueur loin, j'aurais par exemple pas pris un receveur, rien qu'en restant en attaque, j'aurais préféré prendre un running back, surtout dans cette classe où il y avait moyen de faire des bonnes affaires. Donc voilà, je pondère un peu, je suis pas fan de ce choix. Il y a eu débat quand on a commenté la draft chez nous, effectivement, où certains se disaient qu'il aurait peut-être fallu un RB supplémentaire, et puis d'autres qui disent c'est bon, on en a déjà plein, et toujours effectivement parce qu'il y a ce point d'interrogation Nick Chubb qui fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra et dans quel état de forme il sera, ça c'est sûr. Je fais un pronostic et je l'espère pas parce que ça fait 3 ans que je répète que Nick Chubb est le meilleur running back de la NFL, mais je pense qu'on reverra jamais le Nick Chubb qu'on a vu. La blessure qu'il a eue, je suis ni docteur ni chirurgien, mais bon, ça, voilà. Sa jambe paraissait pas en très bon état. Ouais, mais pourtant, il a eu qu'un seul ligament rompu, tu vois, comme quoi c'est... Ouais, mais C'est des extraterrestres, hein. Ouais. Puis il commence à avoir un peu de kilométrage quand même. Jérôme, avant de redonner la main à Tom pour la fin de saison, on va dire, enfin pour la projection sur la saison prochaine, qu'est-ce que t'as pensé de cette intersaison du côté des Browns? Est-ce que tu trouves que les besoins ont été comblés? Est-ce que tu vois encore des manquements? Comment est-ce que tu analyserais, on va dire, les Browns de 2024 par rapport aux Browns de 2023? Écoute, malgré ce choix qu'a tapé à côté, je trouve que globalement c'est plutôt réussi. À l'intersaison, la partie free agency a apporté de l'expérience et de la profondeur. Ils ont tenté des choses en matière de talent à la draft. Pas convaincu par tous les profils, mais quand on parle de jeunes joueurs, j'ai quand même envie de les voir sur le terrain. Franchement, voilà, le poste de linebacker, je le disais, c'est celui qui me semblait avoir le moins de talent. Ils ont essayé d'accumuler des profils complémentaires, des joueurs à relancer, on a du X qui est âgé, qui apporte de l'expérience, du Bush qui est jeune, qui est plein de potentiel, qui doit encore s'exprimer, la draft de Watson, la O-line qui était, comme je l'ai dit, pleine de qualité mais qui manquait de profondeur, a été bien nourrie. Ils sont même, comme on l'a dit, allés chercher Jerry Jeudy pour un prix dérisoire en matière de compensation de trade. Écoute, j'ai envie de les voir tous à 100% la saison prochaine parce que je pense vraiment que ce groupe a toujours moyen de faire quelque chose. C'est le grand conditionnel, ça, que les Browns soient à 100%. Ouais. En fait, pour moi, ce sera dur de faire mieux en saison régulière. Pour moi, si tu fais aussi bien ou même 17, ce sera déjà très bien. L'impératif, c'est d'arriver en bonne santé en playoff. Tom, qu'est-ce que t'en penses? Toi, du coup, intersaison, il faut rebondir sur ce que Jérôme a dit, hein, n'hésite pas. Ouais. Non, c'est il y a tellement de facteurs différents que oui, forcément tu lances la pièce en début de saison et puis tu t'attends de voir. Il y a une première stat qui est sortie et qui nous place en tête des équipes qui ont les oppositions les plus compliquées de la saison. Déjà, je crois qu'on est à 56 ou 57% de possibilités de défaite par rapport à nos adversaires. Donc voilà, mais on le savait, enfin, c'est cyclique. On sait que voilà, en fonction d'une saison, d'une autre, des oppositions que tu vas avoir, les adversaires que tu vas rencontrer vont te permettre ou pas de faire une saison peut-être un peu plus abordable. Donc il y a ça en premier. Évidemment pour ne rien arranger, l'AFC Nord s'est encore densifié puisque on pensait vraiment avoir mis les Steelers au placard pendant des années. Bah non, mais pourquoi ne pas aller chercher Russell Wilson, tant qu'à faire. Donc et l'ancien QB titulaire des Bears, Fields.
Donc, je veux dire, au niveau backup, c'est pas mal du tout ce qu'ils vont aligner. Donc, voilà, on va encore avoir des matchs de division qui vont être au couteau, qui vont décider pour bonne partie la hiérarchie dans la FC Nord. Ça, c'est une certitude. On croise aussi avec la FC West, donc voilà, ça va être assez fantastique, quoi. On n'a pas encore fait le jeu des pronostics avec Pierre, mais tu vois, comme ça, 17 déjà, ouais, je serais content, parce que ça veut dire qu'on aurait espoir d'aller toquer à la porte des playoffs. Ensuite, voilà, Joe Burrow aussi, il va être, je pense qu'il démarrera pas sa saison blessé comme il a démarré l'année dernière. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont être compliquées parce que en plus, bah, évidemment, la conférence américaine, même elle aussi, est tellement dense en termes de qualité que c'est bien malin qui pourrait dire qu'il va en sortir vainqueur. Les Chiefs. Les Chiefs, comme d'habitude. C'est l'effet Taylor Swift, ça. C'est ça. Tu parlais de la difficulté de ton calendrier. On avait les Saints lors de l'épisode précédent qui avaient le calendrier le plus simple la saison dernière et qui ont le deuxième calendrier le plus simple cette année. C'est vrai que quand t'es dans une division considérée comme faible, c'est plus simple que quand t'es dans une division difficile où t'as 6 matchs déjà où tu sais pas si tu vas les gagner. Quand t'affrontes les Panthers 2 fois, d'un coup, c'est un peu, tu démarres ta saison un peu plus sereinement. Ouais, mais ça a été le cas aussi des Patriots à une époque où dans leur div il y avait pas grand chose et forcément ça simplifie les choses, hein. C'est évident. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la saison? Bon, toi Jérôme, t'as donné ton avis un peu, c'est 17 ou 11-6 et on essaye de faire mieux en playoff. Tom, t'as pas fait le jeu de prono? 9-10 victoires, je pense, ça va être. Mais ça va être compliqué pour les 3 autres écuries de la FC Nord, donc peut-être que pour le coup la domination des Ravens sera peut-être pas aussi forte et que le titre de div il peut se décider peut-être à 10 victoires, hein. C'est pas impossible. Et si t'arrives du coup en playoff, est-ce que t'as de l'espoir? Ah ben ouais, il y a des gros morceaux quand même, hein. Il y a les Jets, il y a les Jets, il y a les Bills, il y a les Chiefs. Ça dépend de tellement de facteurs. Et puis, enfin, est-ce que Watson va enfin carburer à son niveau? Si on aligne tout, oui, on peut crânement espérer peut-être pousser jusqu'à la finale de conférence. Après, ça dépend de tellement de facteurs que c'est. Voilà. Après, défaite 45-14 contre les Chiefs en finale de conf, et puis c'est une belle saison, quoi. Ouais, ça fera un peu mal au cul, mais mais quoique, au moins il y aura pas eu photo, parce que si tu perds d'1 point à la finale de conférence, je crois que t'as des regrets toute ta vie, quoi. Totalement. Est-ce que Tom, tu veux rajouter quelque chose pour conclure cet épisode? Je pense qu'on a été bien complet. Ceux qui ont de la curiosité pour notre équipe de losers, je vous invite à venir écouter notre podcast de temps en temps. Et puis on a même un Discord, bon, qui vivote. Alors allez-y, hein, si ça vous fait plaisir de venir, même les adversaires, hein, venez nous chambrer, nous on adore ça. C'est ça. Donc du coup, vous pouvez retrouver Tom @TomDelord, Tom avec un H pour ceux qui sont pas sur la version YouTube, et vous pouvez voir le handle. Donc c'est THOM The Lord. Vous pouvez le retrouver de manière dans la description de l'épisode. Browns_FR sur Twitter également, et donc là vous aurez toutes les différentes infos. Ça c'est Pierre, oui. Du coup ce sera Pierre, et vous aurez du coup le Dog Pod, The French Dog Pod. French, pardon, j'avais oublié The French Dog Pod. Donc voilà, donc si vous avez envie de suivre l'actualité des Cleveland Browns, vous avez du coup la bonne personne pour Tom, merci d'avoir été avec nous pour ce petit épisode pour débriefer l'intersaison des Cleveland Browns. Ça nous a fait très plaisir de t'avoir avec nous. Eh bien, merci Alex, merci Jérôme, c'était un plaisir d'être avec vous, merci de l'invitation. Jérôme, merci d'être revenu d'entre les morts pour nous accompagner sur un épisode, ça fait plaisir. Écoute, pour des épisodes de cette qualité-là, je vais libérer un peu plus de place dans mon emploi du temps. Hein. Eh ben voilà, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, je serai pas toujours là. Ah,
C'est un peu le problème. Alors. On va refaire les Browns une autre fois, mais on garde l'info. Pour le prochain épisode qui sera dans 2-3 jours, vous aurez les Chargers avec Emilian Chargers France que vous avez déjà vu lors d'une Game Zone avec nous. Et comment dire, et donc Bataille et Fontaine comme Jérôme l'appelle. Si vous savez pas, c'était la saison dernière, voilà. Mais il a changé son nom pour nous. Game Zone mémorable. Allez la voir, c'est toujours sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup Tom encore une fois. Merci Jérôme. On se retrouve pour un prochain épisode dans 2 jours. Bonne fin de journée à tous, ou bonne journée, ou bonne soirée. Et vive le football.